Il est 23h, bonsoir à tous. Merci de votre attention. Voici les titres à la une de l'actualité ce vendredi 15 janvier 2021. Évolution du nombre de cas de contamination à la Covid-19 ces 2 dernières semaines. 2680 nouveaux cas de contamination à la Covid-19. Au cours d'une conférence de presse, le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique appelle à la vigilance et au respect des mesures barrières. Pour accompagner la stabilité et le développement de la Côte d'Ivoire, les États-Unis s'engagent aux côtés du pays. Ce vendredi, Adama Toungara, le médiateur de la République, a reçu en audience Richard Kabel, l'ambassadeur des États-Unis en Côte d'Ivoire. À Bonon, dans la Maraoué, quand vient la saison sèche, les populations sont confrontées à une pénurie d'eau. La fourniture en eau potable de la Sodeci est perturbée. La période qui court d'octobre à avril est un véritable calvaire pour ces populations qui appellent de tous leurs vœux la construction d'un nouveau château d'eau pour leur localité. Et puis en Indonésie, séisme, un tremblement de terre de magnitude 6,2 est survenu dans la nuit de jeudi à vendredi sur l'île de Célèbes, entraînant la mort de 34 personnes et de plusieurs personnes blessées, coincées sous les décombres d'un hôpital qui s'est effondré. Voilà pour l'essentiel. Oui, bonsoir à tous. En ce vendredi, jour saint, jour de prière pour la communauté musulmane, El Hadj Alassane Ouattara, le chef de l'État, est allé accomplir son devoir de croyant à la grande mosquée d'Abobo. Il était en compagnie du Premier ministre et maire de la dite commune, Ahmed Bakayoko, et aussi en présence du cheikh Aïma Mamadou Traoré, président du Conseil supérieur des imams des mosquées des affaires islamiques. Dans le sermon prononcé lors de ce culte par l'imam Hamad Tidiane Diabaté, il a été question de cohésion sociale, tel qu'enseigné par l'islam. Les fidèles musulmans ont été sensibilisés à la pratique de la tolérance, de la paix et du vivre ensemble. À l'issue de la grande prière, les imams ont remercié le président de la République pour toutes les actions de développement posées dans la commune d'Abobo. Ils ont également formulé des bénédictions pour la stabilité et le développement de la Côte d'Ivoire. Et justement, pour la stabilité et le développement de la Côte d'Ivoire, les États-Unis s'engagent à accompagner le pays. Ce vendredi 15 janvier, Adama Toungara, le médiateur de la République, a reçu en audience Richard Kabel, l'ambassadeur des États-Unis en Côte d'Ivoire, au centre des échanges, partage d'expériences entre les deux pays dans le domaine du médiateur, Sefoura Zeki. Les États-Unis d'Amérique, l'un des plus importants partenaires de la Côte d'Ivoire, veut accompagner le pays dans son processus de médiation. Richard Bell, son ambassadeur, l'a signifié au médiateur de la République lors d'une audience. Au terme de cette entrevue, l'ambassadeur des États-Unis affirme que son pays ne va pas qu'épauler la Côte d'Ivoire, mais s'inspirer de son modèle en matière de médiation. Nous avons beaucoup à apprendre de la part des Ivoiriens et donc un contact plus approfondi entre l'ambassade et la médiature de la République de Côte d'Ivoire permettra à l'ambassade de mieux comprendre les richesses, les ressources de la culture ivoirienne, surtout dans le domaine de la médiation, de la réconciliation, de la construction de la paix, du vivre ensemble dans une société très diversifiée. Et nous, les autres Américains, nous sommes convaincus que la diversité est une très bonne chose, mais pas toujours très facile. Adama Toungara s'est réjoui de cette nouvelle qui vient donner une fois de plus de l'importance à son institution. Le médiateur de la République entend œuvrer à l'instauration de la paix dans le pays. Il a pour mission de rechercher un règlement amiable des différends entre les administrés, les autorités administratives, les collectivités territoriales, les établissements publics ou tout autre organisme investi d'une mission de service public. Et parlons de stabilité, une menace qui remet en cause la stabilité des nations à travers le monde, la Covid-19, la maladie. À suivre dans un instant le point journalier du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique sur l'évolution de la maladie en Côte d'Ivoire. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré ce vendredi 15 janvier 2021 278 nouveaux cas de Covid-19 sur 2997 échantillons prélevés, soit 9,5% de cas positifs, 108 guéris et un décès. À la date du 15 janvier donc 2021, la Côte d'Ivoire compte donc 24 856 cas confirmés, dont 23 104 personnes guéries, 141 décès et 1611 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 2
193 382. Et rappelons que le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique rappelle que l'épidémie n'est pas terminée. Il exhorte les populations au respect des mesures barrières, notamment le port du masque dans les espaces accueillants du public et les transports en commun pour stopper la transmission du virus. Un message justement bien perçu, car au regard des chiffres qui vous sont régulièrement communiqués, comme vous pouvez certainement constater ces derniers jours, eh bien la courbe qui décrit l'augmentation des cas de contamination ne cesse de monter en puissance. Du 29 décembre au 15 janvier, en seulement 2 semaines, l'on enregistre 2680 nouveaux cas de contamination à la Covid-19 avec un taux de positivité de 7,1% le 12 janvier. Conclusion, les mesures barrières ne sont pas respectées. Au cours d'une conférence donc qu'il a animée, le ministre de la Santé appelle à la vigilance et au respect des mesures barrières. Salimata Dia. C'est une situation dommageable que déplore le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique face à la recrudescence des cas positifs. En espace de 2 semaines, 2680 nouveaux cas positifs ont été notifiés, avec un taux de positivité de 7,1%, au-dessus de 5%, le seuil qui permettait aux autorités sanitaires d'affirmer que la maladie est sous contrôle. Les premières analyses de nos données début janvier montraient que la majorité des nouveaux cas étaient des jeunes âgés de moins de 35 ans et avaient en commun des lieux festifs, tels les restaurants, les nightclubs ou des événements culturels et artistiques. Une seconde analyse montre que la transmission est devenue familiale et communautaire. En effet, la transmission se fait actuellement dans nos lieux de vie, c'est-à-dire à la maison, à l'école et au travail. La raison de cette recrudescence, le non-respect du port de masque et des autres mesures barrières, a expliqué le ministre Akaole. Comme les recommandations ne sont pas strictement respectées et que l'épidémie continue de progresser dans notre pays, le comité de veille proposera dès le prochain conseil du gouvernement des mesures plus restrictives. Pour l'heure, le gouvernement en appelle à la responsabilité individuelle et collective pour préserver nos acquis dans cette lutte contre la COVID-19. Les populations sont invitées à fréquenter la centaine de centres de dépistage mis à leur disposition en cas d'apparition des signes ou de contact avec des cas positifs. Et pour empêcher la propagation du virus, des efforts sont consentis ces derniers jours. Au nombre de ces efforts, ceux du ministre des Transports, Amadou Koné. Il a ainsi offert des kits de protection aux transporteurs et aux unités de la police spéciale de sécurité routière, 275 000 masques en tout, avant de les appeler à respecter scrupuleusement les mesures barrières. Le message a été, semble-t-il, bien perçu par les transporteurs. Lancine Bakayoko. Face à la remontée en puissance de la pandémie, le ministre des Transports reprend le volant de la sensibilisation. Devant les acteurs du transport, qu'ils soient publics ou privés, lagunaires ou terrestres, tous considérés comme de véritables vecteurs de contamination, Amadou Koné recommande vivement le respect scrupuleux des mesures barrières, notamment le port obligatoire de masques dans les véhicules. Il faut éviter que la maladie reparte à l'intérieur du pays. Il faut éviter aussi que la contagion à Abidjan soit trop forte. On ne va pas attendre que les choses se dégradent. Témoignage de l'engagement du gouvernement à contrecarrer cette nouvelle vague de contamination, c'est 275 000 masques, dont 75 000 réutilisables et 200 000 jetables, tout comme ces 22 cartons de gel hydroalcoolique offerts aux transporteurs. Des transporteurs appelés à une gestion rigoureuse des kits et une meilleure application du dispositif de prévention. Je voudrais vraiment vous demander de faire en sorte que vraiment il y ait un bon usage de ceci, que ce matériel aille où ça devrait aller. Il faut que dans les véhicules, il y ait des masques. La nécessité de sauvegarder la santé et de protéger les investissements en rajoute à la motivation des transporteurs dans la lutte contre la pandémie. Il faut qu'on puisse éviter au secteur du transport les désagréments que nous avons eus lorsqu'Abidjan a été confiné. Lorsqu'on a demandé aux transporteurs de réduire le nombre de places, lorsqu'on a demandé à nos entreprises de transport de passagers de ne plus sortir d'Abidjan, de ne plus faire de l'international. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, le niveau de contamination quotidienne tourne autour de 150.
Et nous en sommes au dossier de cette édition. Direction la localité de Bonon, nouvellement érigée en département dans la région de la Maraoué, où la population croît d'année en année. Dans cette localité, l'essentiel des prières formulées par les populations du mois d'octobre au mois d'avril, on peut le dire, se résume en ces mots: un nouveau château d'eau pour la ville. Des prières qui persistent car chaque année, dans le même intervalle, l'eau potable est rare et les coupures d'eau intempestives sont fréquentes, de quoi harasser les populations qui aimeraient voir ce calvaire qu'elles vivent s'achever. Eugène Atoubé. Décembre, le mois des contrastes à Bonon. C'est le temps du bonheur chez les producteurs de vivriers de cette zone éminemment agricole où la banane plantain caracole en tête de la commercialisation des produits vivriers. Décembre, c'est aussi le temps de la souffrance des populations harassées par la pénurie d'eau potable en cette période de sécheresse. C'est ainsi chaque année à Bonon, une épreuve difficile pour les populations. À partir de décembre jusqu'au mois de mars, c'est une véritable difficulté d'accès à l'eau. L'eau dans les robinets disparaît totalement et parfois nous pouvons avoir des coupures qui peuvent aller une semaine, 2 semaines, voire 1 mois dans certains endroits. C'est parfois tard dans la nuit que l'on peut voir l'eau couler des robinets à Bonon. Les populations s'accommodent de cette situation de pénurie d'eau saisonnière, pénurie d'eau pouvant aller même jusqu'à son manque. Un secteur qui en souffre énormément, l'hôtellerie. Souvent, on peut avoir une chambre remplie et puis il n'y a pas l'eau. J'ai obligé de puiser l'eau, remplir les citernes pour donner aux clients. Ça fatigue. À des clients qui viennent, je lui dis l'eau est coupée directement, il prend sa route et s'en va. Quand l'eau ne coule plus des robinets ou des colonnes de douche, on a recours au puits. Vraiment, c'est difficile pour nous les femmes. Les femmes se promènent de cour en cour pour chercher de l'eau. C'est l'eau de puits que nous buvons à Bonon ici. On prend l'eau de puits pour préparer. Quand l'eau vient aussi, l'eau est très sale, noire, et puis ça sent javel beaucoup. Donc on ne boit pas même, c'est l'eau de puits on boit. Seul le centre de santé urbain de Bonon, unique établissement sanitaire de cette bourgade de plus de 110 000 habitants, est épargné par le manque d'eau. La structure s'est mise à l'abri en se dotant d'un château d'eau lui garantissant la fourniture quotidienne et régulière en eau potable. Par le passé, les populations de la ville pouvaient s'y ravitailler par solidarité, mais cette année, le directeur du centre de santé leur a interdit l'accès au château d'eau pour divers motifs. Entre 2012 jusqu'à 2020, on permettait aux gens quand même de venir prendre un peu, parce qu'on connaissait très bien la situation. Mais vu que tous les 6 mois, il fallait changer la pompe à forage, on a dit, vraiment, il faut vraiment laisser, il faut laisser l'hôpital seul utiliser. Et depuis là, on n'a plus eu de panne. On entend dire à Bonon que même les puits finissent par tarir à mesure que dure la période de sécheresse. Une situation qui ne sera plus que souvenir au nom du droit des populations au bien-être dans la vision du président Alassane Ouattara. À la faveur de la visite d'État dans la région de la Maraoué, le président de la République a accordé à Bonon la construction de 2 nouveaux châteaux d'eau, plus une station de reprise pour renforcer les installations existantes. Et l'accès à l'eau potable va se faire depuis le fleuve de la Maraoué à partir de Boisflé, qui va recevoir l'eau à partir d'un premier château qui serait installé au niveau du village de Gobazra, avec une station de reprise qui va traiter et qui va amener au second château qui est situé dans la ville de Bonon. Dans presque toutes les habitations, jusqu'en divers lieux comme ici, à la sous-préfecture, on trouve des espèces d'énormes canaries. Ce sont d'immenses jarres faites de mélange de ciment et de sable qui ont fini par devenir au fil des années un élément indispensable, voire essentiel, dans l'approvisionnement des populations en eau. Les femmes commandent beaucoup, ensuite les maçons qui viennent commander beaucoup pour aller au chantier, pour aller travailler avec ça. C'est pas barrique, il y a une barrique, il y a 2 barriques, il y a même 3 barriques. Une barque là, on fait ça 15 000. Bon, les 2 barques là, on fait ça
30 000, 25 000. Les 3 barques là, on fait ça à 30 000. Déjà, l'ONEP a effectué plusieurs missions de reconnaissance des sites. Et les sites retenus ont été mis à disposition. Les questions administratives ont été résolues. Donc, nous n'attendons plus que le début des travaux pour que ce problème soit résolu entièrement. Les travaux de renforcement des ouvrages de desserte en eau potable de Bono sont attendus avec impatience par la population. Elles espèrent que la qualité de l'eau distribuée sera meilleure que celle qui leur est servie actuellement. Assez rare sortie des robinets, une eau ocre et au goût rebutant a encouragé la population de cette localité, nouvellement érigée en chef-lieu de département dans la région de la Maraoué. Voilà, un sujet signé Eugène Atoubé. Et puisqu'on parle de questions relatives au développement des régions du côté de l'Indénié-Duablin, la 3e session ordinaire du conseil régional de cette région s'est tenue le week-end dernier à Bingourou. Au cours de cette session, le ministre Pascal Abidan-Kouakou, président du conseil régional de l'Indénié-Duablin, a indiqué que pour l'exercice 2021 du conseil, un accent particulier sera accordé à l'éducation, la santé et l'électrification des villages en attente. Un sujet de Herman Yamia. Les investissements de l'exercice 2021 du Conseil régional de l'Indénié-Duablin porteront essentiellement sur 3 axes majeurs, à savoir la construction d'infrastructures éducatives, de santé et l'électrification des villages en attente. Cette information a été donnée au cours de la 3e session ordinaire du Conseil par le ministre Pascal Kwakwa-Binan, président du Conseil régional de l'Indénié-Duablin. On avait construit 5 collèges en une seule année. Aujourd'hui, nous sommes en train de construire, on va construire près de 8 collèges. Donc voilà les points les plus importants qui intéressent le peuple. Dans pratiquement tous les villages, il y a des projets d'électrification qui va continuer. Il reste encore une dizaine de villages à électrifier. Donc voilà les grands projets qui sont inscrits dans ce budget 2020. Pascal Kwakwa-Binan souligne que 2 collèges de proximité sont en construction à Amouria-Kro, dans la localité d'Agnbile-Krou, et à Fali-Kro, dans le département d'Abengourou. Selon lui, les travaux avancent à un rythme encourageant. La 3e session ordinaire 2020 du Conseil régional de l'Indénié-Duablin a vu l'adoption d'un budget primitif de l'exercice 2021 d'un montant de 3 607 363 000 francs CFA. Ce budget est en baisse d'un montant de 203 903 000 francs CFA par rapport à l'exercice 2020. C'est une question de gestion de la trésorerie de l'État. Et donc cette année, l'État a estimé, selon certains critères, que le budget de la région doit subir une baisse de 200 millions. Il y a des gens qui ont subi des montants plus importants que nous. Le président du conseil régional rassure que malgré cette baisse du budget, tous les engagements seront tenus. L'actualité politique nationale, cette information sur instruction du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara. Le gouvernement a initié sous la présidence de M. le Premier ministre, chef du gouvernement, ministre de la Défense, du 21 au 29 décembre 2020, la phase 3 du dialogue politique avec les partis politiques et organisations de la société civile. Le gouvernement se réjouit de la signature du rapport final ce jour, 15 janvier 2021, par le PDCI RDA, EDS, le RPP et l'URD qui avaient différé leur signature. Le gouvernement se félicite de cette évolution qui marque une étape importante de la mise en œuvre des conclusions du dialogue politique. Tout en réitérant sa détermination à construire la cohésion sociale, le gouvernement félicite les partis politiques, organisations de la société civile et toutes les forces vives de la nation pour leur apport au dialogue politique. Le gouvernement les encourage à poursuivre leurs efforts dans le sens de la paix et la stabilité si chère aux Ivoiriens. L'opposition donc conduite par le PDCI-RDA qui, comme vous venez de l'entendre, vient de signer le rapport final de la phase 3 du dialogue après s'être donné un temps de réflexion. Plus de détails dans ce reportage avec Éric Goré.
Les représentants du PDCI-RDA, de l'EDS, de l'URD et du RPP dans les locaux du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. Ils y sont pour signer le rapport final de la phase 3 du dialogue politique. Ces formations politiques s'étaient donné un temps de réflexion avant de signer le dit document. Nous devons rappeler que nous n'avons pas décidé de ne pas signer le rapport final du dialogue politique. Nous avons demandé à différer notre signature pour des raisons d'éclaircissement d'un certain nombre de points. Aujourd'hui, nous pensons qu'il est temps et opportun de venir signer ce rapport parce que nous pensons que bientôt la situation sociopolitique va connaître des mesures d'apaisement. Et oui, la paix et la stabilité précèdent tout développement. Cette fois-ci, les enfants de la Côte d'Ivoire s'engagent tous à œuvrer dans ce sens pour une Côte d'Ivoire unie et forte. Et l'Observatoire national de l'équité et du genre a fait une déclaration sur la loi du 14 octobre 2019 favorisant la représentation des femmes dans les assemblées élues. Cette loi vise la promotion de l'équité du genre en Côte d'Ivoire. On en sait plus avec Grace Kando. Selon la loi favorisant la représentation des femmes dans les assemblées élues, les partis ou groupements politiques sont tenus de présenter un minimum de 30% de candidatures féminines en rapport avec le nombre total de circonscriptions comportant au moins un siège à pourvoir pour l'élection des députés. Cette clause d'un quota minimum de 30% de femmes s'applique également aux élections des sénateurs, des conseillers régionaux, des conseillers municipaux et des conseillers de district. Mais pour l'heure, concentrons-nous sur le scrutin le plus proche, c'est-à-dire l'élection des députés du 6 mars prochain. La loi favorisant la représentation des femmes dans les assemblées est un instrument qui vise la promotion des femmes dans les institutions publiques. Selon l'Union interparlementaire mondiale, la Côte d'Ivoire occupait le 159e rang sur 188 pays en 2020, le 45e rang au niveau de l'Afrique, de l'Union africaine, et le 12e rang sur 15 pays au niveau de l'espace CEDEAO, avec seulement 11,4% de représentation féminine. Pour les élections locales à venir, l'Observatoire national de l'équité et du genre engage les femmes à se porter candidates et à se déployer sur le terrain. Et direction Napier, le vice-président du Sénat, Sylvie Cagnon-Augustin, remercie les militants et sympathisants du RHDP pour leur choix à la présidentielle de 2020. Il souhaite des législatives apaisées, favorables au RHDP. Pour ce faire, il a offert 3 engins roulants au secrétaire de section pour la mobilisation des militants de son bord politique, Kwadio Kwame. Venus des 18 villages et 28 campements de la sous-préfecture de Kiemou, les militants et sympathisants du RHDP du Koufolo se sont donné rendez-vous à Sioloka. Ces militants et sympathisants répondaient ainsi à l'appel du vice-président du Sénat, Augustin Silué Cagnon, messager du président de la République qui tenait à les congratuler pour leur mobilisation et le choix porté sur le candidat du RHDP lors de la présidentielle du 31 octobre 2020. Coordonner une action au nom du chef de l'État pour venir vous saluer. Parce que les élections qui se sont passées ont été très bien faites ici dans la région, et particulièrement dans la sous-préfecture de Kiemou et de Napier. Donc notre objectif, c'est de répondre à l'appel du chef de l'État qui nous a instruit de venir remercier toutes les populations. Le mot du président de la République, c'est ensemble. Nous bâtissons un pays émergent. Donc, il n'y aura pas de problème. Tout se fera dans l'amour, dans la convivialité. Pour la future législative, Siloué Cagnon-Augustin a convoqué les candidats de toutes les chapelles politiques de la circonscription afin que tout se déroule sans heurts.
Pour sa future consultation électorale, 3 engins de roues ont été offerts aux secrétaires de section pour la mobilisation et la grande participation des militants du RHDP à ces élections. Et retour sur Abidjan, les victimes de la crise ivoirienne bientôt dédommagées par la Cour pénale internationale. Dans le cadre de cette action, la responsable des programmes du Fonds de la Cour pénale internationale au profit des victimes en Côte d'Ivoire, Aude Le Golf, a rendu visite hier jeudi 14 janvier à la ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté, Mariatou Koné. Objet de cette rencontre, faire le point de la préparation de ce programme dit d'assistance, un programme qui sera bientôt dans sa phase pratique afin de mieux le mener en complémentarité avec le programme du gouvernement ivoirien. Serge Collier. La CPI apporte son appui à la Côte d'Ivoire. Les victimes des crises survenues dans le pays depuis 2002 seront bientôt indemnisées. Ce programme d'assistance est conduit par le conseil de direction du Fonds de la Cour pénale internationale. Avant sa mise en œuvre effective, Aude Le Golf, responsable du programme, et Noum Sangaré, chef du bureau pays de la CPI, échangent avec la ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté. Objectif, définir la procédure d'identification et d'indemnisation avant toute chose. Un nombre significatif de victimes ont déjà bénéficié de réparation. Et donc notre but est vraiment d'être complémentaire à l'action qui a déjà été mise en place et qui continue. Notre but va être donc de travailler sur 13 incidents qui ont été qualifiés par la CNE comme étant des crimes qui relèvent de la compétence de la Cour pénale internationale et de répondre aux préjudices de ces victimes-là. Nous allons travailler donc avec 3 partenaires dans 4 régions, notamment donc à Abidjan, dans la région du Cavali, la région du Guémon et le Haut-Sassandra pour répondre à des incidents qui ont eu lieu donc entre 2002 et 2011. De son côté, la ministre Mariatou Koné a rappelé que le gouvernement s'est engagé à assister les victimes avec une enveloppe globale de 10 milliards de francs CFA. Des efforts de cohésion à poursuivre pour la stabilité. La plupart des victimes d'atteinte à l'intégrité physique ont bénéficié de réparations. Ces réparations continuent au niveau communautaire également. L'État de Côte d'Ivoire a joué sa partition. Aujourd'hui, nous avons la Cour pénale internationale qui souhaite accompagner la Côte d'Ivoire dans ce travail de réparation. C'est avec joie que nous accueillons cette présence. En dehors de l'État de Côte d'Ivoire, 3 organisations ont été retenues par le fonds de la CPI pour mener à bien ce programme d'assistance. Il s'agit du WANEP, de l'AVSI et de l'ADRAO. L'actualité, c'est aussi ce coup de filet réalisé par la section antidrogue de la Gendarmerie nationale qui a démantelé dans la nuit du 13 au 14 janvier 2021 3 fumoirs dans les communes de Cocody et d'Adjamé. Après sur les faits, plusieurs individus ont été mis aux arrêts. 45 kg de cannabis d'une valeur de 3 millions de francs CFA et la somme de plus d'une centaine de mille en pièces de francs CFA, de 500 francs CFA, ainsi que des comprimés de diazépam, de tramadol et de rivotril ont été saisis. Les prévenus répondront de leurs actes devant la justice. Walter Amadou Ouattara. Adjamé, secteur dénommé Abadjamé, aux alentours du lycée moderne Harris. Ici, jusqu'au 13 janvier 2021, existait un fumoir depuis plus d'une décennie. La section antidrogue de la Gendarmerie nationale vient de le démanteler. La population a fini par s'accommoder à leur présence, si bien qu'elle reste complice dans leurs besoins. C'est une vaste opération qui a été menée également à Adjamé village, Séfi, derrière la caserne des sapeurs-pompiers militaires, et à Cocody, précisément à Washington, derrière le lycée technique. Plusieurs individus ont été interpellés. Je vends de la drogue, cela fait maintenant 6 mois. Il peut prendre 3 sachets lui, ça fait 3 000, ou 4 châssis, ça fait 4 000. Et puis moi, il y a un dedans. Sérieusement, je ne vais pas dire regrette. Je suis vraiment dessus même de moi et ma vie. Parce que je vois que même malgré mon état, je suis devant tout ça, c'est mauvais. La jeunesse de Badiam, la situation dans laquelle je me trouve actuellement, je ne veux pas qu'ils soient dans la même situation, qu'ils s'éloignent de ça en même temps. C'est la meilleure solution. J'ai été arrêté dans la commune de Cocody, précisément à Washington, derrière le lycée technique. Il y a des élèves qui viennent acheter du cannabis avec nous après l'école. Je dis aujourd'hui à la jeunesse de Cocody
de faire très attention à la drogue car elle n'est pas bonne pour la jeunesse. Résultat de cette opération de la section antidrogue de la gendarmerie nationale, 3 fumoirs détruits, 56 blocs, 1043 boulettes de cannabis, des comprimés stupéfiants, des seringues, des pièces de monnaie et des appareils électroménagers saisis. En sport, en football, les membres du comité de normalisation désignés par la FIFA à la tête de la fédération ivoirienne de football sont désormais connus. Il s'agit du professeur Martin Bléou, de maître Adou Kobe et madame Dao Gabala. L'annonce a été faite hier jeudi 14 janvier devant la presse. Une liste de noms livrés par les émissaires de la FIFA arrivés mercredi dernier à Abidjan, M. Véron, Mosango, Omba et madame Soleimale et Sarah. Ils auront pour mission de mettre le football ivoirien sur les rails, à savoir l'organisation d'une élection crédible et la reprise du championnat national. Sébastien Houillard. Un comité de normalisation à la tête de la Fédération ivoirienne de football, c'est désormais effectif. 24 heures après leur arrivée à Abidjan, les émissaires de la FIFA ont tenu un point de presse. Alors nous avons comme membre et présidente de la commission de normalisation Madame Mariam Dao Gabala. Nous avons comme membre Monsieur Martin Bléou, le professeur Bléou que vous connaissez tous. Et puis nous avons Maître Simon Abbé qui est là à côté. Quant à Madame Soleimale Sarah, elle a pour sa part précisé la mission qui attend le comité. Le comité de normalisation devra également s'atteler à réviser les statuts, donc le document constitutionnel de certains membres de la Fédération ivoirienne de football. Et en dernier lieu, l'ensemble de cette révision des textes amènera le comité de normalisation à acter en tant que commission électorale pour organiser et superviser des élections. Concernant la reprise du championnat national, arrêté depuis avril 2020, et la distribution des fonds Covid, M. Véron Mosango Omba a tenu à faire des précisions. Une des tâches urgentes du comité de normalisation, c'est distribuer le fonds Covid pour le club, et ils vont définir les conditions. Deuxièmement, relancer le championnat. Il faut espérer que la mise en place du comité de normalisation à la tête de la Fédération ivoirienne de football par la FIFA permettra aux ballons ronds de rouler à nouveau sur les terrains ivoiriens. Voilà, reportage de Moyabi Diabaté. Et puis dans l'actualité internationale, un tremblement de terre de magnitude 6,2 est survenu dans la nuit de jeudi à vendredi sur l'île de Célèbes en Indonésie. Celui-ci a provoqué la mort de 34 personnes jusqu'ici et blessé plusieurs centaines d'autres. La panique s'est emparée des habitants de l'ouest de cette île qui avaient déjà subi le même scénario en 2018. À Mamdjou, la ville la plus affectée de la région, les sauveteurs recherchaient plus d'une dizaine de patients et personnels médicaux portés disparus sous les décombres d'un hôpital. Et c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Dieu garde la Côte d'Ivoire.